Alors, Ivoiriens et Ivoiriennes, je me présente, je suis Okosisi Baba Nicolo, Éthiopie, Sérieux, Adie Prétori, effectivement, fils de Côte d'Ivoire, amoureux de la culture africaine et par ricochet ivoirienne d'où nous sommes nés. Nous reçoit aujourd'hui le président Pascal Affi N'Guessan. À l'occasion de cette réception, permission m'a été donnée en tant que fils de la Côte d'Ivoire, traditionnellement de faire une libation. Alors, Jean-Yves, vas-y. Retourne la caméra pour que papa me donne la permission d'abord, parce qu'il peut y avoir un prix. Comme il a indiqué, vous avez la permission. Donc, on peut faire la libation. Merci. Alors, à tous nos dieux d'Afrique, à tous nos dieux de la Côte d'Ivoire et au Dieu des dieux, qui est le Dieu des chrétiens, le Dieu des musulmans, que ce jour mémorable gratifie la Côte d'Ivoire de l'union sacrée qu'elle a perdue dans des soubresauts. À tous nos lustres disparus, à tous nos aïeux, à tous ces Ivoiriens qui se plaignent de l'attitude et de l'atmosphère de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Papa Affi N'Guessan, tu es le bienvenu dans ce pays où tu reçois tes fils, tes frères et tes compatriotes. C'est bon. Merci. C'est Journée. Nous tenons la parole pour présenter le contexte, puisque c'est toi l'organisateur de cette rencontre avec Ivan et Marc. Oui. Bon, je vous remercie de votre présence. Vous avez tenu à rencontrer le président. Non, c'est moi qui ai demandé voilà. à rencontrer. D'accord. Donc, le privé. Voilà. On va aller. Comme on a perdu beaucoup de temps, je voudrais d'abord commencer par vous présenter toutes mes excuses. Toutes mes excuses, parce que le rendez-vous était prévu pour 18h30, au plus tard 19h. Et là, il est 20h presque 50. Et c'est maintenant que nous commençons cette rencontre. Vous savez, disons, pour des raisons qui ne sont pas dépendantes de ma volonté. J'aurais bien voulu être là plus tôt. Malheureusement, bon, les circonstances de la circulation n'ont pas permis. Malgré cela, vous êtes resté jusqu'à 7 heures. Je voudrais vraiment vous dire infiniment merci. C'est quelque chose qui signifie que vous attachez beaucoup d'importance à cette rencontre. Et moi aussi, j'attache beaucoup d'importance à cette rencontre. C'est vrai que ça a un niveau restreint, mais vous savez que dans ce domaine-là, il faut accorder de l'importance à toutes les organisations, à tout le monde. Même s'il y a 2 personnes, 3 personnes, à partir du moment où ce sont des Ivoiriens, à partir du moment où vous partagez le même combat, à partir du moment où il y a nécessité de vous rencontrer, d'échanger, de vous comprendre, pour que vous soyez plus fort, il faut y consacrer le temps qu'il faut, et l'intérêt qu'il faut. Et donc c'est pour cela que j'ai tenu à vous rencontrer, parce que je sais que vous êtes très engagés dans le combat que nous menons. Vous êtes très engagés dans la défense du président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas ici, mais depuis 5 ans, 6 ans, nous suivons le combat que vous menez.
très très intense au début de 2012-2013. Évidemment, il y a du temps, il y a certaines ardeurs qui se sont émoussées, mais vous êtes restés mobilisés. Et les réseaux sociaux en particulier sont devenus un moyen important de lutte. Personnellement, je ne suis pas sur les réseaux sociaux en permanence, mais je suis informé de ce que vous faites. Et il était important que je vous rencontre à l'occasion de ce séjour en France. Pourquoi? Je l'ai indiqué dans une certaine mesure. Mais surtout parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, sinon peut-être même la quasi-totalité d'entre vous, la part de combat que je mène n'est pas forcément bien comprise. Elle n'est pas forcément bien comprise, il y a des incompréhensions, il faut les évacuer, il faut s'expliquer. Il y en a qui ont pris des positions sans même me connaître, sans même savoir qui est Afi. Comment il s'est retrouvé dans, disons, aux côtés de Gbagbo et dans la lutte. Je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que avant de prendre une position vis-à-vis d'un individu, il faut le connaître, il faut savoir. Et même si on a entendu quelque chose, il faut se donner la peine d'écouter l'autre version. Comme je dis toujours, Dieu ne nous a pas donné les deux oreilles pour rien. Il nous a donné deux oreilles pour que lorsque on a entendu de l'oreille gauche, on puisse vérifier avec l'oreille droite et avoir les deux versions avant de se décider. Donc aujourd'hui, je peux même dire que c'est à vous que je vais laisser la parole, parce que vous avez des questions à poser, vous avez des préoccupations. Ce qui fait que vous êtes dans ce qu'on appelle, vous êtes face à moi. Je ne veux pas utiliser le mot front ou corps ou n'importe quoi, mais ce qui fait que vous êtes de l'autre côté là. Ce que vous me reprochez, moi j'aimerais bien entendre ça, voilà, et puis peut-être vous apporter les réponses qu'il faut, pour qu'à l'issue de cette rencontre, nous soyons ensemble pour mener le combat. Parce que le combat que nous menons là, nous ne pourrons le réussir que si nous sommes ensemble. Voilà. C'est dommage que cette division-là soit venue casser la dynamique qu'on constituait. Mais on voit aujourd'hui le résultat. Je ne sais pas si quelqu'un est content aujourd'hui parce qu'on a réussi. Je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui est satisfait parce qu'on s'entre-déchire. Personnellement, j'ai trouvé cela très dommageable. Parce que je ne vois pas l'intérêt qu'il y a à se déchirer. Je ne vois pas l'intérêt qu'il y a aujourd'hui à pourchasser Afi. Je ne vois pas l'intérêt. Parce que ce n'est pas moi le problème. Le problème, c'est Ouattara. Le problème, c'est le RHDP. Et ils sont là-bas, ils gouvernent. Et ils continuent pendant que nous, on s'entre-déchire. On s'insulte. Comme si c'est ça qui est devenu... Alors, certains trouvent un malin plaisir à ça. Certains même sont contents parce qu'ils font ça. Moi, je trouve ça dommage. Parce que ce n'est pas là que se trouve le combat. Ce n'est pas là que se trouve le problème. Le problème se trouve dans la libération de notre pays. Or, ce n'est pas dans la division qu'on peut réussir. C'est plutôt dans l'unité. Donc, moi, j'aurais souhaité même, et comme je le disais au début, j'ai dit même si Afi même faisait des choses, celui qui veut l'intérêt de la Côte d'Ivoire devrait même courir derrière Afi pour lui demander pardon. Au lieu de l'insulter là, on va lui demander pardon, viens, on a besoin de toi, parce qu'on a besoin de tout le monde. Mais, au lieu de ça, il y en a même, ils n'attendent même pas de savoir même au fond qu'est-ce qu'il a fait. Bon. Donc aujourd'hui, je suis venu parce que ma stratégie, c'est celle que j'ai nourrie depuis le début, et parce que je ne suis pas, disons, un novice dans la politique. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans la politique. Et dans le FPI, là, je suis un des anciens. Je suis entré au FPI en 1986. C'est-à-dire avant même que le multiparti ne soit proclamé, dans la clandestinité. Voilà. 33 ans. Ça fait 33 ans que je suis dedans. Et c'est parce que je connais l'histoire du FPI, je connais tout notre parcours, qu'au moment où nous sommes, le pays est confronté à la situation qu'il connaît à l'heure actuelle, j'ai pris la position que j'ai prise. Je me réjouis aujourd'hui de voir que pratiquement tout le monde m'a rejoint. Ceux qui hier me vilipendaient parce que je parlais de dialogue ou parce que j'étais d'accord pour le dialogue politique. Aujourd'hui, tout le monde parle de dialogue politique. Ceux qui me criaient dessus parce que je parlais de réconciliation.
Aujourd'hui, tout le monde souhaite qu'il y ait la réconciliation, parce que ce sont des choses incontournables. Mais, malheureusement, ce sont des choses qui n'ont pas été comprises au début. J'espère que chacun va faire maintenant le bilan, surtout lorsqu'on regarde comment le dossier du président Gbagbo évolue, que chacun va faire le bilan et nous allons tous comprendre que nous devons reconsidérer nos positions, que nous devons rassembler les énergies, parce qu'il n'est pas trop tard pour réussir. Parce que nous aurons compris que, effectivement, tant que Ouattara sera là, la libération de Gbagbo sera problématique. Et que la solution se trouve dans le départ de Ouattara et de son équipe. Mais un départ démocratique, pacifique, c'est-à-dire les élections. Et que les élections à venir, quelles que soient les conditions dans lesquelles elles vont se dérouler, que nous allons tous nous mobiliser pour faire en sorte qu'il y ait l'alternance, pour faire en sorte qu'il y ait le changement en Côte d'Ivoire. Parce que c'est la seule façon de mettre fin à ce drame que nous vivons et de reconstruire notre pays. Donc je voulais m'arrêter là. Je n'aborde pas les questions qui vous concernent parce que je préfère que vous les posiez. Comme ça, je vais dans les réponses au moins cibler vos préoccupations. Mais en tout cas, je voudrais vraiment vous dire infiniment merci. Merci d'être venu, d'être resté jusqu'à cette heure pour nous écouter. Merci. Merci, Papa Afi. Merci au Premier ministre de nous avoir fait une belle introduction. Mais comme on le fait chez nous, Africains, il a dit, il est venu nous écouter et répondre à nos questions. Mais comme un chef ne se déplace pas seul, je laisse cette partie à ceux qui organisent de gérer ce qui est de la conversation. Merci. Vous allez présenter la délégation, je crois que vous connaissez tous. Mais il serait bien que moi je connaisse aussi les différentes personnes qui sont présentes. Chacun se présente quoi. Voilà. On va faire le tour de table. On va faire le tour de table en commençant par la gauche ici. Ce sont derrière toi. Ivan. Ivan. Tu te présentes et puis on fait le tour de table. Oui, vas-y. Bon, Ivan Murphy, cyberactiviste. Comment ça? Ah, c'est toi, Ivan Murphy. Ah, ok. Combattant de M. Affinity. Ok. C'est moi, Pépé Benyarot. C'est après votre passage en 2015, il y a créé le mot Gore. Voilà, tout le monde s'appelle Gore. C'est grâce à moi. Voilà. Donc voilà. Moi, je suis Dorit Gouedé. Godé. Dorit Gouedé. Voilà. Oui, mais Moi, c'est Fauvert Angèle. Vous me connaissez. Black Modo, depuis sa position. Sonaki, artiste chanteuse ivoirienne. Voilà. Cyberactiviste aussi. J'aime pas bien ce mot-là, mais bon, je fais des vidéos. Alors, je suis Okusibawa Nicolo, Etiokwe, Eriokwe, cyberactiviste. Moi, c'est Maman Gbagbo, Edith Zenenya. Voilà. Naomi Betiedi. Moi, je suis Ouattara Koudiassou, militant de FP. À Cabroni. Serge Robé, affidé. Brigitte Curio. Georges Aka, le secrétaire national du FPI en Europe. Merci Nicolas. Moi, c'est Dogbo Kipré. Comment? Dogbo Kipré. Voilà. Ok. Bon, Donc, si vous avez des questions, voilà. Black Modo, je ne sais pas si c'est toi qui vas distribuer la parole à je laisse le soin de distribuer. Je distribue la parole. Tu me fais le modérateur alors? Oui, ok, d'accord. bon, qui prend la parole? On va enregistrer d'abord si il y a des gens qui veulent intervenir dans la liste 602, 603, puis après on... Alors, avec la permission de l'ensemble des Ivoiriens ici, je souhaiterais commencer à poser des questions. Mais avant de poser des questions, je tiens à remercier vraiment le Papa Afi, parce que comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire, un aîné reste un aîné.
Alors, ma première question que j'ai notée, excusez-moi de retrouver la question, c'est celle-là. Le président Afi N'Guessan, j'ai reçu et j'ai enregistré une intervention venant du président Afi N'Guessan, et laquelle intervention disait quoi? Cette intervention disait, si ce que je lis n'est pas correct, il peut rectifier. Si Laurent Gbagbo dit qu'il est le président du FPI, ce serait une imposture. Parce qu'il n'a jamais été élu président depuis 2001. Depuis 2001, c'est moi, le président. Et lorsqu'il s'agit d'élire un nouveau président, le président en exercice organise un congrès, rend compte de sa gestion, il y a vote du quitus, et puis élection. Je n'ai jamais organisé un congrès où Laurent Gbagbo a été candidat depuis 2001. Donc, je ne vois pas où a été élu président du Front populaire ivoirien. C'est la réalité. C'est long, mais je m'arrête à là. Je tiens à préciser que moi, principalement, je suis un Ivoirien lambda, affilié à aucun parti politique. Lorsqu'on a vu l'avènement du président Laurent Gbagbo, on a aussi connu par ricochet ses camarades de lutte, dont Papa Afi N'Guessan. Cette phrase, je la trouve un peu difficile, lourde. Et la question que je veux poser au président Afi N'Guessan, du bord politique FPI dont il se réclame, et au Premier ministre Afi N'Guessan, c'est pourquoi cette phrase a accompagné sa conférence de presse d'Abidjan lorsqu'il est venu de Paris. Sa venue de Paris répondait à une logique de se rendre à Bruxelles. La conférence de presse qu'il a tenue a donné des mots durs. Pourquoi? C'est ce que je tenais à savoir. Est-ce qu'il y a une autre question? En fait, d'abord, une première liste. Ah, une première liste comme ça. De 5 questions. Comme ça, au moins. On va... Je peux poser deux questions. Ma deuxième question, c'est quelle est sa stratégie lorsqu'il parle d'union aujourd'hui? De réunir les Ivoiriens face au fléau 2020. Parce que pour moi, M. Alassane Ouattara est en train de conduire politiquement la Côte d'Ivoire vers un chaos. Quelle est sa stratégie pour nous sortir de là? Ok. Je suis Naomi Détiré. Moi, je voulais demander au Premier ministre, M. Pascal Afi N'Guessan, actuellement, la Côte d'Ivoire est dans un état catastrophique. Et la CEI que Dramane Ouattara a taillée sur mesure n'avantage aucun parti politique. Le président Laurent Gbagbo est incarcéré à La Haye. À Bruxelles, bon, c'est le bras armé de La Haye. Donc il est à Bruxelles. Je ne vois pas l'opportunité pour moi actuellement d'aller aux élections. Mais vu que le président Laurent Gbagbo est à Bruxelles, je pense que pour moi, nous devons mettre tout en place pour que Dramane Ouattara parte de la Côte d'Ivoire et que le président Laurent Gbagbo soit libéré avant que nous puissions aller aux élections. Et ma question est, quand il a été à Bruxelles croiser le président Laurent Gbagbo, pour moi, quel que soit le refus, quelles que soient les conditions, si le Premier ministre, M. Pascal Afi N'Guessan, voulait l'union au FPI,
Si c'était moi, j'aurais accepté n'importe quelle condition, ne serait-ce que passer la porte de là où se trouve son frère, le président Laurent Gbagbo, et au sortir, même s'ils ne sont pas d'accord sur les conditions, il peut se rétracter, dire qu'il n'est pas d'accord. Il aurait dû, pour la paix en Côte d'Ivoire, aller, même quitte à faire une déclaration, ne serait-ce que pour croiser le président Laurent Gbagbo. Donc pour moi, je pense que je voudrais savoir qu'est-ce qu'il compte faire. Laisser le président Laurent Gbagbo en prison et aller aux élections avec cette série-là qu'on sait qu'elle conduit la Côte d'Ivoire dans un chaos. Qu'est-ce qu'il nous propose? Voilà. Est-ce que j'ai... Une autre personne, une question? Je vous remercie pour l'initiative Dorit Gwede. Je vous remercie de nous avoir conviés à cette rencontre, Monsieur le Premier ministre. Moi, j'ai 2 questions à vous poser. La première est de savoir, au niveau de la Côte d'Ivoire, vos anciens camarades, quelle démarche faites-vous pour les rencontrer, pour pouvoir faire table rase de tout ce qui s'est passé? Quelle initiative vous avez prise pour les rencontrer? Quand la première dame est sortie de prison, tout le monde est allé la voir. Est-ce que vous êtes allé la voir? Elle était en prison, vous n'avez pas pu aller la voir. Ça, vous avez vos raisons. Mais est-ce que quand elle est sortie de prison, vous êtes allé la voir? Ma dernière question est de savoir, pour aller voir le président à Bruxelles, quelles étaient les conditions qui étaient émises? Est-ce qu'il y avait des préalables pour la rencontre? S'il y avait des préalables, quels étaient les préalables? Merci. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre Afim Guessan. Bonsoir à tous les représentants du FPI, tendance, voilà, Afim Guessan. Alors, Monsieur le Premier ministre, mon intervention, elle sera particulière. Elle sera particulière dans la mesure où je vais situer un certain nombre de faits et à l'issue de ces faits-là, je vais essayer de vous poser des questions. Mais des questions qui ne sont pas miennes, des questions qui ne sont pas personnelles. Des questions qui sont la résultante, sinon la somme des préoccupations de nos compatriotes, les Ivoiriens qui nous suivent au quotidien. Déjà, j'ai été quand même agréablement surpris de voir que dans votre façon de communiquer déjà, il y a une évolution positive, à savoir que vous étiez en retard, vous êtes excusé, ce qui est normal en tant qu'homme politique, mais vous avez soulevé des éléments qui sont des éléments importants. Lesquels? Les éléments selon lesquels, contrairement à beaucoup d'hommes politiques africains, et contrairement à ce que nous nous sommes attelés à dire depuis des années, vous nous avez quand même fait comprendre que le merci reviendrait plutôt à ceux qui vous ont attendu, à ceux qui ont manifesté le désir et tout de vous attendre parce qu'ils avaient des préoccupations. Et ça, c'est des points qu'il faut soulever pour que, en tout cas, les hommes politiques puissent l'engranger, l'ancrer et tout dans leur mémoire une bonne fois pour toutes. Nous, on a des positions qui sont transversales et qui sont diamétralement opposées et tout aux Ivoiriens basiques. Nous sommes arrivés en France très tôt, nous avons fait nos études ici et nous avons l'habitude des hommes politiques occidentaux
qui, chaque fois qu'ils ont besoin d'un certain nombre de personnes, d'un certain nombre d'électeurs, de sympathisants, etc., font la démarche d'aller vers, qui leur expliquent leur dynamique, qui leur expliquent leurs ambitions, et qui essaient d'emporter avec eux un certain nombre de personnes qui vont rentrer dans leur dynamique. Aujourd'hui, on sait quand même que dans les débuts, c'était difficile. Parce que les problématiques que nous posons aujourd'hui, ou du moins des rencontres comme ça, j'ai vu là sur les réseaux sociaux des gens qui disent que la salle est vide. Je tiens juste à leur rappeler que la salle n'est pas vide. Nous avons voulu cette rencontre restreinte pour qu'il y ait quand même un certain nombre de symbioses, une proximité, où nous allons poser des questions qui sont importantes, qui nous préoccupent. Et donc, nous voyons que vous êtes dans une évolution. Je ne suis pas en train de dire ici que je suis tombé sous le charme parce que j'ai des questions qui sont des questions clés. Nous vous disons merci. Merci pour ce retard. Merci pour cette présence. Voilà. Bon, pour détendre un peu l'atmosphère. Mais au sein de la résistance pure et dure, au sein des Parisiens, au sein des pro-Gbagbo, parce que vous-même vous restez un pro-Gbagbo, voilà. Je me suis attelé souvent à rappeler que le président Laurent Gbagbo ne choisit pas par hasard un premier ministre. Le président Laurent Gbagbo ne choisit pas par hasard qui va diriger et tout, l'œuvre de sa vie et tout, qui est le FPI. Et donc forcément, ça rappelle, sinon ça montre, ça dénote simplement que cette personne-là est une personne quand même qui a eu à le côtoyer et que ce n'est pas la 5e roue du carrosse. Mais nous, Ivoiriens, lambda, lorsque le président Laurent Gbagbo tombe et que lui-même il a dit, lorsque je tombe, enjamber mon corps et continuer le combat, ma première question est de dire ici, là, dans un premier temps, est-ce que vous-même, au point de vue pédagogique, est-ce que vous ne comprenez pas qu'à un moment donné, il y a un certain nombre de leviers de pédagogie, d'explication de votre stratégie après l'arrestation du président Laurent Gbagbo que vous avez raté. Donc le premier point, c'est est-ce que vous-même, vous ne comprenez pas ou vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas attester avec moi qu'au point de vue communication, par rapport à l'arrestation du président Laurent Gbagbo, vous avez raté des choses. Ça, c'est ma première question. Ma seconde question qui me vient à l'esprit est de vous rappeler ici que dans plusieurs de vos interventions que nous avons suivies, voilà, mais on va s'économiser des mots et tout, vous avez dit que le président Laurent Gbagbo, au-delà de ce qu'il a fait, il est important et tout de repenser les choses et d'avancer. Je vais vous prendre des scores. Je fais partie des personnes qui, au moment où on avait des dynamiques de boycott, de refus de participation à une quelconque élection, fût-elle présidentielle ou législative, je fais partie des personnes qui n'ont pas été en adéquation, en accord avec vos prises de position. Aujourd'hui, après avoir participé à l'élection présidentielle, après avoir participé aux élections législatives et municipales, fort du fait que vous nous avez expliqué aussi que le combat il était démocratique et donc la participation à tout ce qui était échéance démocratique était importante et que c'est la seule voie pour vous d'apporter un changement, quel est votre constat cuisant aujourd'hui par rapport à la démagogie du camp d'en face et au refus même du respect des règles des démocraties? Est-ce que le constat aujourd'hui là n'est pas que vous soyez à l'Assemblée nationale, que vous ayez participé à quoi que ce soit, est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas dans le même labyrinthe? Deuxième question. On a constaté aussi, pour ceux qui sont amoureux, ceux qui ont la fibre maternelle et tout, que c'était tendu entre vous et maman Simone Gbagbo. On a vu des déclarations de vous disant que elle était quoi? Elle était sanguine. Ça, c'est votre mot, ça. Voilà. Nous aimons beaucoup maman Simone Gbagbo.
est-ce que ce genre de phrases et tout, ce genre de déclarations, ou des exemples tels que De Gaulle a libéré la France, mais ce n'est pas pour autant que tout le monde est assez gaulliste et que les choses n'ont pas évolué, en parlant du président Laurent Gbagbo. Et ça, ce sont des vidéos et tout, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé, donc je sais un peu de quoi je parle. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas pris des libertés quand même, vous n'avez pas très vite voulu couper le cordon ombilical sans pouvoir vraiment expliquer où vous voulez nous amener? Ma quatrième question, elle est cardinale. Des scores. Des scores. Aujourd'hui, j'ai entendu le frère tout à l'heure dire je suis affidé, j'ai entendu tout le monde se présente et tout. C'est des règles de commodité. Je suis du FPI, je suis du FPI. C'est quoi le FPI aujourd'hui? Est-ce que le FPI, parce que moi je parle comme ça et tout, parce que en fait, nous avons besoin d'avancer. Et pour avancer et tout, on a besoin d'être pragmatique. Pour être pragmatique, on parle des faits. Et les faits, le FPI aujourd'hui, tendance, c'est de ça qu'il s'agit. Les Européens, quand ils vont parler de tendance. La tendance de Nicolas Sarkozy, les Sarkozys, des gaullistes, etc. et tout. Qu'on le veuille ou pas, dans un parti politique homogène ou pas, il y a des tendances. Voilà. Il y a des tendances, il y a des gens qui vont suivre des gens. Donc moi, au demeurant, le FPI serait unifié d'une façon ou d'une autre. Il aurait des picaïstes, des picasses, tout ce que vous voulez, des Brigitte Cuyoïstes et tout. Voilà. Aujourd'hui, il y a la modosphère, il y a les gens qui, dans cette résistance, aiment modo. Donc, ils sont juste là pour la modosphère. Est-ce que, au vu eux aussi de vos résultats, est-ce qu'il n'est pas important et tout de redéfinir les bases des négociations? Est-ce qu'il n'est pas important et tout de savoir que la tendance forte, d'une façon ou d'une autre, est celle-là qui refuse de vous comprendre, est celle-là qui ne vous a pas compris, est celle-là et tout qui ne veut pas vous tendre la main? Quelle est votre stratégie pour amener ces personnes-là et tout à une dynamique plus consensuelle, à une dynamique qui sauve la Côte d'Ivoire? Voilà. Et je crois que je vais m'arrêter là. En tout cas, merci encore à vous d'être là aujourd'hui. Parce que ça va nous permettre d'avancer. Après. Après. On fait encore pour sauver la Côte d'Ivoire. Après, nous restons de Après, le deuxième tour. Voilà, ok. C'est quelque chose, on en parlera tous. Vas-y, toi. Bien, mais je voudrais vous remercier. Hein. Il y a eu beaucoup de questions. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Je vais donc les parcourir les unes après les autres pour ne pas sauter une question et pour répondre donc avec précision aux préoccupations qui ont été émises par les uns et les autres. Alors, c'est Ogosissi, hein? Ogosissi, pourquoi il y a deux Sissi? On peut prendre un seul Ogosissi. Bon, il a dit que la phrase qu'il a lue lui-même était une phrase forte, lourde. Voilà. Non, elle n'est pas lourde. Elle n'est pas lourde parce que parfois il n'y a pas d'autres mots pour dire les choses telles qu'elles se présentent. Voilà. Parfois il n'y a pas d'autres mots et la question de la présidente du FPI, là, comme je l'ai indiqué d'ailleurs au cours d'une interview sur une autre plateforme des réseaux sociaux, on l'est ou on ne l'est pas. Voilà. On est député ou on n'est pas député. On est ministre ou on n'est pas ministre. On est président ou on n'est pas président. Il n'y a pas d'autres alternatives. Et si vous êtes président, vous devez le dire. C'est-à-dire qu'il y a une réalité et les gens veulent conter une autre histoire. Parce que la réalité aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire ou même en France ici, c'est-à-dire en France, si vous allez même rencontrer, pour parler des partis qui nous sont proches de nous, le Parti socialiste français,
et vous lui demandez, mais qui est le président du FPI, le parti qui est avec vous à l'international socialiste, en Côte d'Ivoire, c'est de ce nom-là qu'ils vont sortir. Je suis président du FPI, ça fait 18 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire où on dit c'est à la faveur de la crise, on lui a donné comme ça, dans des conditions un peu floues, ou bien comme chose de Gbagbo n'est pas là, il est devenu de façon floue président. Non, je suis président depuis 2001. Quand Gbagbo a été élu président de la République en 2000, la constitution de cette époque disait qu'on ne peut pas être président de la République et président de parti. Et c'est nous-mêmes qui avons fait inscrire cette disposition dans la constitution. Parce que nous disons que un président ne doit pas être partisan. Le président de la République doit être au-dessus des partis. Il doit être le président de tout le monde, qu'on soit du PDCI, du FPI, du RDR ou de n'importe quel parti. À partir du moment où on est président de la République, on est président de tout le monde. On doit faire preuve d'impartialité, de neutralité vis-à-vis de l'ensemble des Ivoiriens. C'est ça l'esprit de la République. Et donc, pour que les présidents n'aient pas une attitude partisane, ne privilégient pas un camp au détriment des autres, il faut qu'ils soient au-dessus des partis. Et c'est comme ça qu'en juillet 2001, avec la bénédiction du président Gbagbo, j'ai été porté à la tête du Front populaire ivoirien. À travers des élections, évidemment, puisque ce sont les tests du parti, quel que soit, c'est comme dans toute organisation. Même lorsque vous êtes soutenu par X ou par Y, vous devez passer par des élections devant les militants. Et j'ai été donc élu président du parti. Et je suis à ce poste, j'ai été à ce poste jusqu'en 2010. Pendant qu'on faisait les élections, j'étais président. C'est en tant que président, et c'est parce que je suis président du FPI que je suis allé en prison. Si j'étais un militant quelconque, on ne m'aurait pas arrêté. Pendant la crise de 2010-2011, on m'a arrêté parce que je faisais mon travail de président du parti. Et je continuais à parler. Même quand ils ont arrêté le président Gbagbo, je continuais à parler. Pour dénoncer que c'était un coup d'État. Mes parents même m'appelaient, mon grand frère m'appelait pour dire, tais-toi, les gens ont pris la ville, ils vous cherchent. Et tu continues de parler sur les radios internationales. Si tu attrapes, ils vont te tuer. J'ai dit, mais en tant que président, je dois continuer de faire mon travail. Il faut que les militants entendent ma voix. Ils viennent d'apprendre que Gbagbo est arrêté. S'ils n'entendent pas ma voix, ça risque d'être la débandade sur l'ensemble du territoire. Et j'ai décidé de faire une conférence de presse. Quand j'ai vu Coulibaly Mamadou et Yaoundé à l'hôtel du Golfe, j'ai dit, si je ne parle pas, les militants du FPI vont, compte tenu de la qualité de ces deux personnalités, vont croire que le FPI a fait allégeance. Donc il faut que je fasse une conférence de presse pour dénoncer cette démarche de Ouattara, qui est une démarche pour que les gens viennent faire allégeance. Bon, un certain nombre de personnes même étaient déjà parties. Il faut qu'au contraire, au lieu de croire que c'est par là qu'on peut résoudre le problème de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on s'asseye autour d'une même table pour discuter, pour parler de réconciliation, pour libérer ceux qui viennent d'être arrêtés, pour que la Côte d'Ivoire puisse repartir. Je n'ai pas fini la conférence de presse. Quand les FRC sont venus casser des portes, se saisir de moi pour m'envoyer à l'hôtel du Golfe, où je suis resté 3 jours, le lundi de Pâques, ils m'ont embarqué. Pour Bouna, je suis resté 2 ans et demi. Donc, après ça, pendant que j'étais en prison, j'étais toujours président. Ceux qui étaient dehors, Miaga Ouroté, paix à son âme, a été président par intérim. Comment il est arrivé là? Parce que à partir du moment où moi j'étais président, j'étais en prison. Sangara Goudraman, paix à son âme, qui était premier vice-président, était en prison. Simone Gbagbo, qui était deuxième vice-président, elle était en prison. Il restait comme vice-président, troisième vice-président, Coulibaly Mamadou. C'est lui seul qui était dehors. Donc, logiquement, c'est lui qui devait être président par intérim. Il est venu du Ghana. Il s'était vraiment engagé dans une autre voie. Et il a réuni les militants pour dire, bon, je suis prêt à assumer l'intérim, mais à 3 conditions. Premièrement, il faut qu'on change le nom du parti. Il faut qu'on change l'idéologie du parti. Et il faut qu'on organise un congrès, parce que je ne veux pas être président par intérim. Je veux être président plein. Voilà. Donc, ces 3 conditions, les militants
qui étaient là n'ont pas accepté. Ils ont dit d'abord, avec la confusion actuelle, comment on peut faire un congrès? Avec les FSI ont pris tout le pays. Et puis nous, on ne voit pas pourquoi on doit changer le nom du parti et l'idéologie du parti. Il dit, bon, si vous n'êtes pas d'accord pour avancer dans cette direction, moi je ne vais pas rester avec vous. C'est comme ça qu'il est parti. Donc quand il est parti, il n'y avait plus de vice-président. C'est comme ça, les mêmes camarades m'ont dit, bon, Miaka, toi qui es secrétaire général, tu vas passer président par intérim, et Akoun Laurent qui est secrétaire général adjoint, ton adjoint, tu vas devenir secrétaire général par intérim. Voilà comment les choses ont été arrangées. Jusqu'à ma sortie de prison en août 2013. Et quand je suis arrivé, j'ai pris ma fonction. Il y a des péripéties, si ça vous intéresse, je vous expliquerai, mais j'ai repris mon poste de président en septembre, le 7 septembre 2013. Je suis sorti le 6 août 2013. On a fait la passation des charges le 7 septembre 2013. Je suis revenu président et j'ai mis en place un nouveau secrétariat général. Et c'est ça, et c'est ce secrétariat général qui a fonctionné jusqu'à ce qu'on aille à un dernier congrès en juillet 2018. Évidemment, entre-temps, il y a eu un congrès qui devait se tenir en 2014, qui n'a pas pu se tenir parce que déjà on était dans la crise. Et le seul congrès qu'on a tenu, c'est en juillet 2014. Donc, comme je le dis toujours, c'est normal que des gens veuillent devenir président du FPI. C'est normal, parce que c'est légitime. Mais tant qu'on ne l'est pas, on ne peut pas dire qu'on est. Celui qui est là, il faut lui reconnaître que c'est lui qui est là. Et puis maintenant, voir comment vous voulez qu'on fasse pour que vous aussi vous puissiez diriger. Mais c'est un congrès. Parce que le seul cadre dans lequel on change de président, c'est le congrès. C'est le congrès. Ou alors, le président en existe à démissionner. Ou bien il est à vacances de pouvoir, d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là, on met un intérimaire et on convoque un congrès pour élire un nouveau président. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas mêler Gbagbo à cette affaire de président. Parce que si Gbagbo dit qu'il veut être président du FPI, c'est moi qui dois appeler. C'est moi qui dois appeler. Parce que c'est plus simple. Il va m'appeler et dire, bon, viens, pour telle raison, il faut que je sois le nouveau président du FPI. Que je redevienne président du FPI. Et puis moi, je retourne, je rassemble les gens, et puis je leur explique. Jusqu'à aujourd'hui, Gbagbo ne m'a pas encore appelé pour dire qu'il veut devenir président du FPI. Ce sont les gens qui racontent tout. Ils écrivent aussi, Gbagbo dit, mais lui-même, mais est-ce que Gbagbo n'a pas de bouche? Ou bien il a peur de dire que bon, je veux être président du parti. S'il dit ça là, on va lui faire quoi? On va le fusiller. S'il ne dit pas, c'est qu'il n'est pas concerné. S'il ne dit pas, c'est qu'il n'est pas concerné. Les gens racontent ça, mais ça m'engage que. Le jour où Gbagbo va ouvrir la bouche pour dire « je veux le parti », ce serait un autre contexte. Donc et je sais qu'il ne peut pas dire, s'il veut le dire, il va le dire, et c'est à deux que nous allons régler ce problème-là. Donc ça, c'est pour le président du parti. Quelle est la stratégie pour unir les Ivoiriens face à 2020? Mais la stratégie, c'est d'abord que nous-mêmes, on se rassemble et qu'on gagne les élections. Parce que Ouattara ne veut pas de la réconciliation. Ouattara ne considère pas la réconciliation comme nécessaire pour la Côte d'Ivoire. Lui, il préfère gouverner dans la division. Or, nous voulons construire un pays. Et un pays ne peut pas prospérer dans la division. Un pays ne peut pas prospérer dans la méfiance entre les fils et les filles de ce pays. Il y a un minimum qui doit nous rassembler. Que nous soyons du RDR, du PDCI, du FPI, que nous soyons du nord, de l'ouest, du sud ou de l'est, il y a un minimum qui doit nous rassembler. Un minimum qui doit être le soubassement de notre vie commune. C'est notre pays.
l'amour que nous avons, un minimum de rapport. Nous allons faire la politique. Nous pouvons même dans la même famille, certains être RDR, d'autres PDCI, d'autres FPI. Mais nous savons que nous appartenons à la même famille. Et que ce combat politique que nous menons pour savoir qui doit diriger, avec quel programme, a une limite. Qu'à cause de cela, nous ne devons pas prendre les armes les uns contre les autres. À cause de cela, nous ne devons pas nous haïr mutuellement. Mais ça, il faut quelqu'un pour reconstruire ça. Pour que la Côte d'Ivoire soit une vraie nation forte. Et que quand notre équipe nationale joue, nous tous, on la soutienne. Pas que pendant que certains soutiennent pour que l'équipe gagne, d'autres prient pour que l'équipe perde, parce que si elle gagne, il y a quelqu'un qui va en tirer un bénéfice politique. Or, celui-là, on ne veut pas du tout, on ne veut pas le voir ni en peinture, ni même physiquement. Il faut que si on a une armée, les symboles de la République, les institutions de la République, nous les considérons comme des biens communs, des biens qui sont communs à l'ensemble des Ivoiriens. Et que ces institutions-là soient à la disposition de nous tous, de façon impartiale. Quand on dit un concours, on regarde ceux qui sont les meilleurs, on ne cherche pas à savoir s'ils viennent du nord, du sud ou de l'ouest, avant de les déclarer admis. C'est ça l'égalité. On donne des emplois à tout le monde de façon égalitaire. S'il y a des régions qui sont défavorisées, la solidarité nationale permet de s'occuper d'eux, de leur apporter les ressources qu'il faut pour qu'eux aussi avancent au même rythme que les autres régions. Voilà un certain nombre de choses. Et ça, c'est ça que nous devons bâtir demain. Mais pour ça, il faut gagner les élections. Pour ça, il faut accéder au pouvoir. Mais on ne peut pas accéder au pouvoir sans les élections. Parce que dans un pays, il y a deux modes d'accession au pouvoir. Ou bien tu fais le coup d'État, ou bien tu fais l'élection. Ou bien coup d'État ou rébellion, tout ça c'est la même chose. On a fait l'expérience de la rébellion et du coup d'État. Personne ne peut choisir ça. Parce que le coup d'État, la rébellion, ne construit pas la stabilité du pays. Ça désorganise le pays. Ça crée des douleurs. Donc on n'a qu'à laisser tomber coup d'État. C'est pour ça que le FPI, depuis toujours, a choisi la voie de la transition pacifique à la démocratie. Gbagbo qui l'a inauguré. Parce qu'à l'époque de Gbagbo, les leaders politiques étaient pour ces formes d'accession au pouvoir. Gbagbo a été le premier parmi les leaders politiques africains à dire non, allons dans la voie de la démocratie. Renonçons au coup d'État. Renonçons à la prise de pouvoir par des voies insurrectionnelles, par des voies antidémocratiques. Choisissons la voie de la transition pacifique à la démocratie. C'est ça qui est l'ADN du FPI. Le FPI, là, il a été construit, il a été bâti dans la philosophie démocratique. S'il renonce à ça, il n'est plus le FPI. S'il renonce à ça, ce n'est plus le FPI. Ce n'est pas autre chose, mais ce n'est plus le FPI. Donc, quelle que soit la dureté de la bataille démocratique, il faut la mener. Quel que soit l'environnement de la bataille démocratique, il faut la mener. Et c'est pourquoi en 1990, Gbagbo s'est présenté. En 1990, là, quand Gbagbo se présentait contre Oufoué, les Vaudiers, les Addis Aourou, à son âme, tout ça, ils étaient contre. Qu'est-ce que tu vas le faire là-bas? De toute façon, Oufoué va tout faire pour dire qu'il a gagné. Mais Gbagbo a dit, de toute façon, c'est la voie obligée. Je vais m'y engager. Et en 2000, qu'est-ce qu'il a dit quand il a gagné? Il dit les élections qu'on a organisées en 90, là, ce sont ces résultats qu'on vient de programmer en 2000. C'est-à-dire, si je ne m'étais pas engagé en 90, je n'aurais pas gagné en 2000. Donc, dans la politique aujourd'hui, il ne faut pas qu'on croie, il y en a qui croient que tout sera bien, joli, propre, et puis tu viens, tu n'as pas de problème, et puis tu gagnes, et puis tu es président. En Afrique, là, celui qui croit ça, c'est qu'il n'est pas encore prêt pour faire la politique.
Si tu dis que tu veux la politique, te battre même avec ceux qui est mauvaise, avec les difficultés, avec l'insécurité, c'est ça même qui est le travail de l'homme politique africain pour construire la démocratie dans son pays. Parce que c'est comme un planteur. Tu dis que tu n'as fait une plantation de riz ou bien de cacao, et puis tu as peur de la brousse, tu as peur des liens, tu as peur des serpents. Mais c'est ton action qui va faire que les liens vont disparaître. C'est ton action qui va faire que les serpents vont fuir. C'est ton action qui va faire que cette brousse touffue que tu as trouvée là, 2 ans, 3 ans, 5 ans après, c'est devenu une belle plantation. C'est-à-dire une belle démocratie. Voilà notre mission. Hein. Notre mission, c'est d'attaquer le contexte difficile, antidémocratique, et de le faire reculer. Et de construire, là où il n'y a pas la démocratie, de se battre dans l'action pour qu'il y ait la démocratie. C'est pour ça que moi je suis dedans. Et c'est ce travail-là même qui est le travail le plus stimulant. Et c'est ce travail-là que tous les hommes politiques à travers le monde font. Hein. Tous les pays où il n'y a pas de démocratie, ce qu'ils font là, c'est ça. Et c'est comme ça qu'au bout du compte, ils assurent la démocratie dans leur pays. Donc on n'innove rien. Quand moi je dis allons-y aux élections, là, je n'invente rien. Donc il ne faut pas attendre. Parce que la démocratie, là, elle se construit dans l'action. Ce n'est pas les adversaires, ceux qui sont les Ouattara qui vont envoyer la démocratie. Ce n'est pas les Ouattara qui vont envoyer la liberté. Ce n'est pas eux qui vont respecter la loi. Si nous-mêmes on ne se bat pas pour qu'ils respectent la loi, ils ne respecteront jamais la loi. Et donc, c'est dans l'action qu'il faut. Oui. Bon, alors, si Brigitte dit, ouais, pour beaucoup de gens, Gbagbo ayant créé le FPI, le parti lui appartient. Non, ça ne lui appartient pas. Il est le fondateur du parti. Parce qu'un parti politique, c'est un bien commun. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut. Quand tu as créé un parti, tu as une place particulière dans le parti. Les gens te respectent. Les gens te reconnaissent que tu es un fondateur. Mais ça, c'est une reconnaissance morale. C'est comme le patriarche dans un village. On lui doit respect, considération. Mais quand il s'agit, par exemple, de choisir, je prends par exemple de choisir un président, il va émettre une opinion. Et à cause du respect que les gens ont pour lui, beaucoup vont respecter cette opinion. Mais dans tous les cas, il faudrait qu'on aille voter. Parce que c'est ça qui est la foi. Et au cours du vote, beaucoup vont dire, comme le fondateur que nous respectons a dit de voter, on va voter. Donc voilà la fonction. Elle est plus morale. Mais quand les gens agissent comme ça, là, c'est pas parce qu'ils considèrent que c'est pour lui. C'est par respect. Parce que si c'était pour lui, il n'y aurait pas de statut dessus. Est-ce que la voiture de quelqu'un y a statut? Ou bien la maison de quelqu'un y a statut dessus? Qui dit que pour être président, il faut faire ça, il faut déposer ceci, il faut faire ça, et puis voter. Est-ce qu'il y a un vote? Ta propre voiture, ta propre maison, est-ce qu'on vote dessus? Même des gens, même vous, ils peuvent même être 50 dans ta maison. Ils ne voteront jamais. Si tu veux les chasser, tu décides de les chasser, puis ils s'en vont. Mais s'il y a un statut dans le parti et qu'on fait des cotisations, c'est parce que ça appartient à un groupe de personnes. Et que c'est ce groupe de personnes-là qui décide de savoir qui ils choisissent comme président. Quelle politique ils veulent mener. C'est ce groupe de personnes qui décide. Celui qui parmi eux a donné au parti, a posé des actes pour valoriser le parti, il a une certaine aura que les gens respectent. Mais jusqu'à dans les limites tolérables. Parce que si il dépasse une certaine limite, et s'il abuse de ce respect que les gens lui doivent, les gens peuvent se sentir déliés de ce respect. Et puis lui dire ce qu'ils veulent.
Donc toi-même qui es reconnu comme ça, qui est patriarche là, il ne faut pas abuser. Les gens te respectent, il ne faut pas abuser. Parce que si tu abuses, que tu veux trop, dire ah non, tu exagères. D'ailleurs même on va appliquer les lois. Puis tu parles, les gens ne t'écoutent plus. Parce que ce qu'ils font là, c'est par respect pour ce que tu as été. Il faut rester dans cette dimension, dans ces limites-là, pour continuer de bénéficier du respect jusqu'au bout. Voilà. Donc, le parti appartient à ceux qui y sont dedans. Et ce sont tous ceux-là qui font qu'un leader même a de l'aura. Gbagbo Laurent, là, si il a eu la réputation, c'est grâce à nous tous. Chacun a apporté. Chacun a parcouru son village, son canton, son département pour aller parler de lui en bien. Pour demander à ses parents que ce qu'il fait, c'est bon. C'est ça qu'il faut suivre. Que c'est un grand homme. Sinon, si c'est lui seul, il va quitter Gagnoa, passer par San Pedro, Dabou, Abengourou, Bondoukou, et puis il n'y a personne derrière lui. Il ne serait jamais devenu président de la République. Donc, c'est ça le bien commun. Et il y a des gens qui ont perdu la vie dans cette affaire. Rien que perdu, sans forcément être de la famille de Gbagbo. Boycott actif. Les marches, prisonniers politiques, etc., etc. Donc, tous ceux-là qui ont donné leur sang, leur sueur, pour que le FPI soit ce qu'il est, il ne faut pas leur dire qu'ils n'ont rien à voir avec le FPI. Parce que si tu leur dis ça, qu'ils se retirent, le FPI n'est plus rien. C'est ce sang, cette sueur, cette contribution, c'est ça qui fait le FPI, c'est ça qui fait leur part dans le FPI. Le FPI, c'est un peu comme une société par action, hein, où des gens, une société, il y a celui qui a eu l'idée de créer la société, mais il y en a ceux qui sont venus prendre, celui-là, moi je prends 10%, celui-là je prends 20%, celui-là du temps par an, c'est ça qui fait. Et même il peut arriver que celui-même qui a créé, un moment donné, devienne minoritaire dans la société. Et que ce soit quelqu'un d'autre qui soit majoritaire et puis qui dirige la société. Donc, quelle est la stratégie pour unir les Ivoiriens? C'est ce que j'ai dit. Et depuis que je suis sorti, ce que je fais, c'est la stratégie pour unir les Ivoiriens. Quand je suis sorti de prison, j'ai parlé des États généraux de la République comme moyen. Je ne vais pas développer ici, mais on a un plan pour unir les Ivoiriens. Bon, Naomi a dit, la Côte d'Ivoire a eu quelle opportunité pour aller aux élections. C'est-à-dire, pourquoi c'est important d'aller aux élections? À quoi peuvent servir les élections tant que Gbagbo est en prison? Mais justement, c'est parce que Gbagbo est en prison qu'il faut aller aux élections. Parce que, comme je l'ai dit, c'est par les élections qu'on peut chasser Ouattara. Si en 2015, quand il m'était présenté que j'avais été élu, vous pensez que Gbagbo serait encore en prison? Si j'avais été élu en 2015 président de la République de Côte d'Ivoire, vous pensez que Gbagbo et Blé Goudé seraient encore en prison? Il y a longtemps, il serait sorti. Il serait sorti. Tant qu'on n'est pas au pouvoir. Mais pourquoi il serait sorti? Parce que celui qui est au pouvoir, là, celui qui a des moyens de pression sur les Blancs, celui qui est au pouvoir, là, celui qui est puissant. Ouattara, il fait tout ce qu'il fait là parce qu'il est président. Il est au pouvoir. Quand il écrit, ça a de l'importance. Parce qu'il a l'aide d'un pays qui est riche. Il a donné téléphone à tel groupe. Pétrole à tel groupe, le train à tel groupe, l'électricité à tel groupe. Il y a plein de gens qui travaillent là-bas. Si Afi est président, bon, vous là, c'est vous qui avez ça. Est-ce que vous voulez garder? Si vous voulez garder, libérez Gbagbo. Si vous ne voulez pas garder, si vous ne voulez pas libérer Gbagbo, bon, il y en a qui attendent. Les Chinois attendent, les Turcs sont là, les Russes arrivent. On fait quoi? À ce moment-là, comme Gbagbo l'a dit, c'est toi qui as le bic, tu as un moyen de pression. Tu viens trouver Macron, tu parles, il t'écoute. Il parle, il t'écoute. Et tu peux
l'a mené à t'aider à résoudre tes problèmes politiques. C'est pour ça qu'il faut aller aux élections. Si tu n'es pas aux élections, tu n'as rien, tu es un simple citoyen, tu peux rien faire. Tu viens ici même, tu demandes même à aller rencontrer un député, il ne te reçoit pas. Mais si tu es président, ou bien vous avez beaucoup de députés, votre député là peut faire délégation pour dire on va rencontrer les députés français. Vous posez le problème de Gbagbo. Et si vous venez, vous êtes 30, vous êtes 50, ils vont vous recevoir. Ils vont même vous donner la parole à l'Assemblée. Parce que vous êtes puissant. C'est pour tout ça, j'ai dit, allons-y aux élections. Même aujourd'hui, vous voyez la réforme de la Constitution. Mais tu n'es pas à l'Assemblée. On vote toutes les lois contre toi. On t'impose la CEI qu'on veut, puis c'est à l'Assemblée, ça se vote, et puis tu n'es pas là-bas. Mais si on avait tu me donnes 30, 40, 50 députés, depuis que le PDC est sorti, en ajoutant les députés du PDC, peut-être qu'on serait plus nombreux que les députés de RDP. On aurait bloqué beaucoup de choses. On aurait pu voter d'autres lois. Mais on est absent. Donc, on nous impose la loi. Ils votent la CEI qu'ils veulent. Comme toutes les autres lois. Donc voilà l'intérêt d'aller aux élections. Ça nous donne des moyens d'action. Et, comme je l'ai dit, on va aux élections, on va les... Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons encore une autre chance. Les gens, on dit Gbagbo a quitté, mais ils ne veulent pas le libérer. Ils veulent l'engager dans une autre procédure. Si on ne gagne pas en 2020, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein? S'ils sont encore là en 2020 et puis ils peuvent écrire, comme ils viennent de le faire à la CPI là, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc il faut qu'on se mobilise pour gagner en 2020, puis nous on va écrire autre chose pour envoyer à la CPI. Afin que la CPI libère Gbagbo. Voilà le défi. Et c'est pourquoi nous avons intérêt à nous entendre, à nous rassembler, au lieu de nous entre-déchirer. Parce que celui qui divise la famille de Gbagbo, c'est celui qui veut que Gbagbo reste en prison. Celui qui veut que Gbagbo sorte de prison là, doit travailler pour l'unité de son groupe. Parce que c'est quand son groupe est uni qu'il peut d'abord influencer les autres. Et demain gagner les élections. Donc, la libération de Gbagbo aujourd'hui là, comme je l'ai toujours dit, il y avait deux voies pour libérer Gbagbo. La réconciliation nationale, c'est une voie. C'est-à-dire, nous tous là, PDCI, RDR, FPI, Ouattara, Bédier, Soro, tous ceux qui sont là-bas, ils disent, bon, dans l'intérêt de notre parti, on n'a qu'à laisser tomber ce qui s'est passé. Mettons-nous ensemble, entendons-nous et agissons en direction de la CPI pour que la CPI libère Gbagbo et Blé Goudé. Donc, on a fait consensus. Ouattara même, qui est président, là, il est devant. Parce qu'il veut la réconciliation. Il veut que le pays retrouve sa stabilité. Quand les Blancs vont nous voir tous ensemble, là, ils n'auront plus de raison de garder nos camarades, nos frères là, en prison. Ouais. Et c'est ça, c'est pas je dis. Et ça, là, je l'ai dit depuis que je suis sorti de prison en 2013. C'est pas nouveau. Réconciliation, c'est la voie pour que les camarades... Et si on avait fait ça, même début 2013, début 2014, même les charges n'auraient pas été confirmées. Les charges ont été confirmées en mai 2014. Les charges n'auraient pas été confirmées. Maintenant, si il y en a parmi nous qui ne veulent pas de ça, comme Ouattara le fait à l'heure actuelle, l'autre solution, c'est l'alternance, c'est le changement. Pour que des gens qui n'en veulent pas à Gbagbo, qui veulent sa libération, soient au pouvoir. Souvent, eux, ils vont faire ce que les autres n'ont pas voulu faire. Voilà les deux voies. En dehors de ça, il n'y a pas d'autre voie. La voie des injures, ça là, tu peux faire ça autant d'années que ça n'aura aucun impact. Ce n'est pas injure qui va amener les gens à libérer Gbagbo.
Et ça, là, il faut qu'on mette dans notre... Il ne faut pas injure. Ou bien, on va crier, on va faire ceci. Mais si c'était ça, la Gbagbo ne serait pas arrivé à La Haye. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait à Abidjan là-bas? Des gens qui prennent avion de guerre bombarder une résidence présidentielle pendant plus de 2 semaines pour aller prendre celui qui est dedans là. Et puis, c'est avec un juge, tu vois, il va fuir. C'est avec un juge, tu vas le faire fuir. C'est avec Ménage, tu vas le faire fuir. C'est que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce qui s'est passé. On va se fatiguer. Si on est dans ça, on se fatigue pour rien. Ils sont fous de ça. Donc, c'est pour ça que je vous ramène à ces 2 voies. Réconciliation nationale, alternance politique. Alors, Naomi dit que, quelles que soient les conditions, j'aurais accepté pour pouvoir rencontrer Gbagbo. Non. Je crois que tu parlais du rendez-vous raté de Paris. Mais comment ça s'est passé? Moi, je suis venu dans cette terre pour rencontrer Gbagbo. J'arrive ici à Paris. Parce que l'ambassadeur Aka Emmanuel, qui était en contact avec moi et entre moi et d'après le président Gbagbo, puisque maintenant j'ai des raisons d'être assez prudent par rapport à tout ce qu'on me dit, ce que je fais. Je suis arrivé mercredi. J'ai quitté Abidjan mardi, je suis arrivé mercredi matin. Je pensais que la rencontre avec le président Gbagbo allait avoir lieu jeudi. Mais pourquoi je suis arrivé là? Parce qu'on m'a dit, le président Gbagbo veut te rencontrer en présence d'Assoadou. Et que Assoadou est déjà à Paris, mais son visa finit au bout de la semaine. Donc débrouille-toi pour arriver ici, sinon ce ne sera pas possible. Donc il n'avait même pas toutes les conditions. Mardi, j'ai tout fait pour réunir les conditions. J'arrive ici. Et quand je suis arrivé, ma première préoccupation, c'était d'abord de voir si je pouvais profiter de la journée de mercredi pour aller saluer Blé Goûté à La Haye. Donc j'étais en contact avec mon épouse pour qu'elle me dise, qu'elle entre en contact avec lui, si je prends le train, où je m'arrête, est-ce que là où il habite, je peux avoir, si il était encore à l'hôtel, je peux avoir une chambre d'hôtel. Et dans mon projet, donc je vais à La Haye le mercredi et jeudi matin, je prenais le train pour aller à Bruxelles, de La Haye à Bruxelles au lieu de revenir à Paris. Et puis là, le monsieur m'appelle au téléphone pour vérifier si je suis arrivé. Il dit oui, je viens d'arriver, que je suis à tel hôtel. Il dit bon, d'accord, tu es arrivé, tu vas aller à RFI. C'est lui qui parle, tu vas aller à RFI faire une déclaration que le journaliste Norbert Navarro est informé, il t'attend, voilà son téléphone, appelle-le. Mot pour moi. Il dit, mais quelle déclaration? Que si c'est pour annoncer que je suis en route pour Bruxelles, les Ivoiriens sont déjà au courant parce qu'avant de prendre l'avion, hier soir, on a tout fait une photo avec des membres de la direction. Ils sont au courant, ils savent que je m'en vais à Bruxelles, que ce qu'ils attendent maintenant, c'est le résultat de Bruxelles. Donc, bon, si c'est pour parler après ma rencontre avec le président Gbagbo, on pourra faire une déclaration. Il dit non, le président Gbagbo tient à ça, il faut que tu fasses une déclaration. Mais il ne me dit pas, qu'est-ce que je dois dire? Il a tellement insisté. J'ai dit, bon, d'accord, je vais appeler le journaliste que je connais, Norbert Navarro, il est resté longtemps à Abidjan, donc on le connaît, puisqu'on fait plusieurs interviews avec lui. Donc j'appelle Norbert Navarro. Il me dit, ah, tu viens d'arriver? Il dit, oui, je suis arrivé, que je suis à tel endroit. Il dit, ah bon, d'accord, donc il faut me laisser le temps. On m'a dit que tu dois faire une déclaration, donc j'ai allé au journal à chercher mon matériel, et puis je te trouve à ton hôtel. J'ai dit, mais c'est quelle déclaration? Ils étaient tous là, après. Il dit, est-ce que ce ne serait pas mieux qu'on attende
après ma rencontre avec le président Gbagbo, comme ça, si tu veux faire une interview, on a tout le temps pour faire l'interview, et puis il y a au moins quelque chose à dire. Parce que déjà, si c'est pour annoncer que je vais à Bruxelles, tout le monde est au courant. Il dit non, que ceux qui m'ont contacté m'ont dit que tu dois parler, que tu dois dire que c'est le président Gbagbo qui est président du FPI. J'ai dit, ah bon? Mais ça là, si c'est ça là, il ne fallait pas qu'il me fasse venir ici. Quand c'est ce dossier-là, ils en ont parlé, je leur ai dit que le président Gbagbo est président fondateur du parti. Il a été président du parti jusqu'en 2000. Mais depuis 2001, c'est moi. Moi, je ne veux pas venir. Et puis, pourquoi je vais aller parler sur RFI? Dis que c'est Gbagbo qui est président du FPI, sur RFI. Je dis, ah, que ça là, que je leur ai dit que je ne dirai pas ça. Je dis, ah, d'après ce qu'ils m'ont dit, si tu ne dis pas ça, ce n'est pas sûr que tu vois Gbagbo. J'ai dit, ah bon? D'accord, je vais les appeler et puis je te reviens. Donc, je les laisse et puis je rappelle l'ambassadeur Aka Emmanuel. J'ai dit, mais voilà le journaliste que tu m'as demandé d'appeler, voilà ce qu'il vient de me dire. Il dit, ouais, le président Gbagbo tient à ce que tu dis ça, il faut dire. J'ai dit, mais il s'est dit que je ne dirai pas. Que j'ai dit dans une conférence de presse que si je rencontre le président Gbagbo et que de sa propre bouche, il me dit il veut le parti, je lui donne. Ça, j'ai dit. Mais quand j'ai dit je lui donne, là, ça veut dire que le parti, c'est dans ma main. Ça veut dire que c'est moi qui suis le président du parti. Et que maintenant, il veut, donc je lui donne. Mais dire que c'est lui qui l'est maintenant, là. Donc, depuis 2013, ce que je fais là, c'est pourquoi je suis un faussaire. De ça, je ne dirai pas. Il dit, bon, non, écoute, il faut laisser, bon, d'ailleurs, on va te trouver chez toi, il faut nous laisser temps. Non, l'après-midi, ils viennent. Comment s'appelle l'hôtel là? Holiday Inn. C'est là, puis j'étais du passage. Gare de l'Est. C'est là que j'étais. Il dit, bon, on va te trouver à l'hôtel. Je suis là, j'ai même pris une salle que je viens avec Aswadou. Oh, il était avec Aswadou. Donc, ils arrivent, j'ai pris une salle. Et puis, on les a rencontrés. Moi, j'avais voulu même que... J'ai dit, non, Brigitte et Georges n'ont qu'à rester dehors. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Et puis, on s'est retrouvés à 3. Oui, il faut aller dire sur RFI que c'est Gbagbo qui est président du FPI. J'ai dit, mais je vous ai dit que je ne dis pas ça. Que ce n'est pas le président. Puis j'ai dit que si je le vois lui-même et puis il me dit, il veut, je lui donne ça. Je suis prêt. Et c'est pour ça même que je suis venu. Mais avant de le rencontrer, là, je ne vais pas aller dire quelque part que c'est Gbagbo qui est président du FPI. Et que dire que Gbagbo est président, là, si c'est ça qui faisait président, là, toi, Abdou, là, et puis les autres, là, depuis des mois, c'est ce que vous racontez à Abidjan. Si ça suffisait, pourquoi tu allais me demander de dire pour moi? C'est pas dire Gbagbo président, c'est pas ça qui fait le président. Et que donc, laisser affaire de Gbagbo là, je vais aller le rencontrer. Et puis, on va faire. Il dit non. Donc, tu ne connais pas le congrès de Mama. Il dit, mais il n'y a pas eu de congrès à Mama. Il a expliqué dans les vidéos là qu'un congrès là, c'est un organe d'un parti qui a son mode de convocation, sa composition, etc., etc. Et quand on dit qu'on veut élire un nouveau président, ça veut dire que le mandat du président en exercice est fini. Au Congrès, le président qui a fini son mandat, il fait son bilan moral et financier, comme dans n'importe quelle association. On vote même qui. Et puis après, on vote le nouveau président. Est-ce que je vous ai convoqué à Mama pour un congrès? Je ne vous ai pas convoqué, je n'étais pas à Mama. Non, il n'y a pas eu de congrès là-bas. Il y a des gens qui se sont retrouvés là-bas, mais ce n'est pas le congrès. Donc, voilà. Alors, bon, sur ce, et c'est comme ça que, comme vous avez appris que les Agnès Monet et tout ça sont partis, et elle est partie après. Donc, j'ai les textes ici, hein, je peux vous les lire.
De mettre un jour s'il acceptait. D'accord, ok. Bon. Donc, c'est comme ça que la rencontre n'a pas pu avoir lieu. C'est comme ça. C'est comme ça que, de toute façon, après, si vous voulez, je vous le donnerai. Hein. C'est que, par exemple... De toute façon, on va restreindre et tout, la recherche de la vérité et tout, par rapport à les désirata. Est-ce que tu mets la permission d'aller? Ah d'accord, sinon on t'a compris, il n'y a pas de souci. Non, c'est bon. Tu me cherches? Non, c'est bon. Voilà, par exemple, le dernier texte que l'ambassadeur même m'a envoyé, qui a mis fin, à nos entretiens. Hein. Oui, la main où ils sont après. D'accord. Ouais, donc, je vais le chercher plus. Donc, voilà un peu pour ce qui concerne les conditions pour lesquelles nous ne sommes pas. Moi, j'ai compris que les gens ne voulaient pas qu'on mette fin à la crise. Les gens veulent le nom. Alors, pour la paix en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que je compte faire? Est-ce qu'on compte laisser le Gbagbo en prison? Quelles sont nos propositions? Mais, c'est-à-dire que les gens, le vrai problème que nous avons, c'est comment on fait pour libérer Gbagbo. Sinon, vous n'êtes pas seul à vouloir la libération de Gbagbo, de Blé Goudé. Parce qu'il y en a qui croient que c'est eux seuls qui ont envie que Gbagbo soit libéré. Mais nous tous, on veut que Gbagbo soit libéré. Nous tous, on est engagés dans ce combat. Seulement, il y en a qui ont fait comme si c'est eux seuls qui ont la solution et que les autres, là, il ne faut même pas qu'ils mettent leur bouche dans cette affaire. C'est comme ça que vous vous êtes approprié de façon unilatérale, de façon arbitraire, le combat. Et puis les autres sont là, ils vous regardent. Ils n'ont même pas le droit de mettre leur bouche dedans. Parce que de toute façon, ce sont des traîtres. Ce sont des vendus. Donc, donc vous nous avez neutralisé. Et puis comme vous considérez que c'est vous qui savez quelle est la voie, quel est le moyen pour libérer Gbagbo, vous avez pris ça, vous avez mis sur votre tête, puis nous on n'a pas le droit de regarder dedans. Puis on est assis là. Donc vous avez affaibli le camp de Gbagbo. Parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent aider, qui ont des idées. Mais ceux-là n'ont pas le droit à la parole. Ceux-là, vous les avez déjà condamnés. Vous l'avez déjà exclus. Voilà ça. Or, quand même, moi, ça fait, comme je dis, ça fait 33 ans que je fais la politique. Or, malheureusement, ceux-mêmes qui ont pris l'affaire de Gbagbo, il y en a même qui n'ont même pas 2 ans de politique. Ils n'ont même jamais été même conseiller municipal, quelque part. Et aujourd'hui, ils font comme si c'est eux qui savent comment on va faire pour libérer Gbagbo. Et que vous, là, qui avez été premier ministre, président, député, vous ne connaissez rien, vous êtes des vendus. Foutez-nous le camp. Voilà pourquoi. Voilà. Et puis on a fait jusqu'à voilà où on est arrivé. Maintenant, nous tous, on est fatigués. Gbagbo est toujours en prison. Et puis on se regarde. Voilà le problème. Le problème que nous avons, c'est ça. C'est que nous autres, nous qui avons une autre vision, une autre lecture, une autre démarche, vous ne nous laissez même pas expliquer ça. Pour qu'on regarde si au moins il y a un peu de vérité dedans. Pour qu'on voit si, en faisant ça là, au moins on peut sortir le Gbagbo de prison. Or, plus vous faites, plus la situation de Gbagbo même se complique. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, même ces pays disent il n'y a plus tout ce ce dont on a accusé Gbagbo, tout ça c'est faux. Mais les gens, ils gardent quand même et puis ils durcissent les positions. Ça veut dire que la façon dont on se bat là, c'est pas bon.
qu'il faut qu'on change. Ça, on doit le comprendre. Que notre façon de nous battre, là, il y a quelque chose qui ne va pas dedans. Il faut qu'on change. Et il n'est pas trop tard, comme je le dis. Parce que même ce que Ouattara est en train d'écrire aujourd'hui, là, si on avait choisi, les gens m'avaient écouté, ils n'auraient jamais écrit ça. Ils n'auraient jamais écrit ça. Bon, donc, mais je voulais m'arrêter là pour dire que mettons-nous ensemble, écoutons tout le monde, analysons ce que chacun apporte comme idée, voyons, essayons les solutions des autres pour que Jean Gbagbo puisse être libéré. Alors, Ruth se disait, quelle démarche faites-vous pour les rencontrer? C'est nos camarades qui... Mais je fais tout. Ils m'ont exclu, ils ne veulent même pas me voir, ils ne veulent même pas m'écouter. Même vous là-haut. C'est parce que les choses ont commencé à évoluer, sinon vous ne voulez pas me voir non plus avant. On n'est pas prêt pour toi. Ah, alors, mais comment vous voulez qu'on fasse table là du passé? Si vous êtes dans cette attitude. On n'est pas prêt pour toi. Bon, on est là. Oui, mais moi, pour moi, c'est une avancée. Non, pour moi, c'est une avancée. Voilà. Parce que ça veut dire que les cœurs commencent à s'apaiser et que maintenant, de plus en plus, on va pouvoir parler et puis voir comment on fait ensemble. Il faut qu'on dialogue. Voilà. C'est ça. Comme le dit donc, par exemple, depuis qu'il y a eu la ministre Christina Yobi, il a même choisi comme pour organiser un groupe de contact pendant près de 2 ans. Même la recevoir comme ça, autant même où Senghor était encore vivant, même la recevoir comme ça pour parler des gens refusaient. Elle a écrit même lettre pour demander rendez-vous. Senghor n'a même pas voulu ouvrir la lettre. Quand il a vu que ces choses, il a donné à coup de dire, bon, faut ouvrir. Bon, moi, ce qui me surprend, j'ai dit, mais tout ce qu'ils font là même, c'est quoi les On a envoyé des chefs religieux, même les chefs BT de Gagnois, avec le chose d'Écossais. Je ne sais pas si certains qui connaissent d'Écossais. Ils ont demandé, ils ont mis 1 an avant de les recevoir. Et quand ils les ont reçus, la réunion s'est terminée en queue de poisson. Le pasteur Dion Robert, l'Abidjan, je suis allé, je lui ai expliqué ce qui se passe. Il a décidé d'être médiateur. Il les a convoqués. Le jour même où ils devaient venir, ils ont refusé d'aller. Un gars comme Abou Sissé. Abou Sissé, aujourd'hui, il ne parle plus beaucoup parce qu'il a été dedans jusqu'à un moment. Il a décidé de jouer aussi la médiation, mais les gens ne l'ont pas écouté. Il est parti s'asseoir. Bon, donc, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. C'est les autres qui disent qu'ils ont problème avec moi. Donc, à partir du moment où je n'ai pas de problème avec quelqu'un, bon, si aujourd'hui même, quand je vous ai demandé qu'on se rencontre et que vous avez dit oui, on est venu. Moi, c'est ce que je souhaite. Parce que je ne vois pas l'intérêt qu'on a à se diviser. Je ne vois pas l'intérêt. Je vois les inconvénients, mais je ne vois pas les avantages. Donc, c'est ceux qui se sont retirés qui doivent comprendre que notre intérêt, c'est d'être ensemble. S'il y a un problème, on se met derrière la table et puis on discute. C'est tout. Et puis on va trouver la vérité. Où se trouve la vérité? Et puis on va avancer. Bon, quelles sont les initiatives? Bon, voilà les initiatives que j'ai faites. Est-ce que j'ai été voir Simone? C'est la même chose. Quand Simone est sortie, d'abord quand elle était en prison, j'ai demandé à aller la voir. En 2014 déjà, elle était à Odiné. Ils ont trouvé des formules pour dire, et puis je ne suis pas arrivé. Quand elle est sortie, j'ai demandé. Jusqu'à présent, j'attends. Ah oui, j'ai demandé la question. Mais tes gars, les autres qui sont autour de toi, je peux les recevoir. Je dis aux gens, bon, allez-y. Les ATB, les Christina Yobi, tout le monde dit, allez-y, ils sont partis de la voir. Toutes les notes sont là, ils sont partis de la voir. Mais quel jour tu reçois la fille? Il y en a même qui ne voulaient même pas aller. Dis pas, si elle ne veut pas rencontrer le président, nous on ne met pas pied là-bas. Il y en a qui ne sont pas partis. Donc, c'est dans son camp.
C'est à son niveau. Sinon, moi, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Ça aussi, il faut que vous le notiez. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Parce que pour moi, c'est sur les idées, on peut débattre. Mais sur les idées là, j'ai mes idées. Et si on se rencontre, je vais les exprimer. Et si la majorité considère que c'est ça qui est bien, on va faire. Si la majorité considère que c'est pas ça qui est bien, que ce sont les idées de Georges ou de Brigitte, mais on fait. Où est le problème? C'est ça la démocratie. Moi, je suis un démocrate. Je n'ai pas envie d'imposer ma vision, mais je vais défendre mes idées avec conviction. Et chercher à convaincre ceux qui sont là, pour que ce soit ces idées-là que nous suivons. Alors, donc, Ruth, comme tu disais, quelles sont les conditions que les gens ont posées? Quoi qu'il y a posé, maintenant, ça, bon, tu as beaucoup parlé. On va revenir. Si, on sera obligé de revenir. Alors, tu dis que je suis dans une évolution. Non, non. C'est jusqu'à 23 heures. Non, je suis constant. Hein. C'est parce que c'est vous, comme vous ne me connaissez pas. Et vous n'avez même pas cherché à me connaître. Si, on te connaît. On vous connaît, si vous plaît. Non, mais on peut se tutoyer, on est entre frères. Si, on vous connaît. Ah bon? Ouais. Bon, d'accord. Donc, si tu me connais, donc peut-être que tu ne m'as pas bien sous-pesé. Voilà. Tu ne m'as pas bien sous-pesé. Sinon, ce que je suis en train de dire aujourd'hui, j'ai dit ça depuis 2013, depuis ma sortie de prison. Parce que ce que j'ai dit, j'y ai réfléchi longtemps. Quand j'ai dit il faut qu'on participe aux élections, ce n'est pas pour nuire à quelqu'un. Quand j'ai dit que s'il y a le dialogue, il faut qu'on la saisisse pour avancer. Donc, mon discours n'a pas changé. Mon discours n'a pas varié. C'est le même discours que j'ai.